Bien, mesdames et messieurs, grand merci à vous pour cette invitation. Je suis aux anges de retrouver mon ami Claude Allègre. On a un livre rentré tous les deux sur ces sujets et qui finira bien par sortir. Je voudrais, dans la demi-heure qui vient, essayer de situer la question de la peur de la science dans une problématique plus large qui est la question de la peur de l'innovation, et notamment sur le plan économique, social et politique, pas simplement sur le plan scientifique. Mais je commencerai quand même par 2 ou 3 remarques très précisément sur la question de la peur de la science. Un certain nombre d'auteurs l'ont noté, je l'ai souvent dit, je l'ai souvent écrit, pardon, je n'aurais pas radoté, mais nous sommes dans une société de la peur. Nous avons vécu depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années une véritable prolifération des peurs en Occident. Nous avons peur, à tort ou à raison d'ailleurs, parfois à raison, mais souvent à tort. Nous avons peur du sexe, de l'alcool, du tabac, de la vitesse, des côtes de bœuf, des volailles, des nanotechnologies, des micro-ondes, des OGM, du réchauffement climatique, de la Turquie, de la mondialisation, de Claude Allègre et de Vincent Courtillot, et de 1000 choses plus abominables encore si possible. Et nous avons vécu une véritable prolifération des peurs en Europe. Et ce qui est nouveau dans cette situation européenne, parce que la peur n'est pas nouvelle, Astérix avait peur que le ciel ne lui tombât sur la tête, donc ça n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau dans cette situation, c'est la déculpabilisation de la peur. C'est ça qui est vraiment nouveau. Pour dire les choses très simplement, quand j'étais petit, à la maison comme à l'école, ce qu'on nous disait, que ce soit les parents ou les maîtres, on nous disait un grand garçon, une grande fille, ça n'a pas peur. Grandir, devenir une grande personne, pour parler comme Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, c'était être capable de vaincre les peurs, être capable de quitter ses parents pour aller vers le grand large, être capable peut-être même de se porter au secours d'une personne faible agressée dans un train ou dans un métro. Je ne dis pas que nous étions forcément au niveau, mais c'était l'idée qu'on faisait passer. Or, ce à quoi nous avons assisté avec la naissance de l'écologie politique dans les années 70, c'est à une véritable déculpabilisation de la peur. Il y a un livre de philosophie qui a été très important en Allemagne, le livre de Hans Jonas, qui s'appelle « Le principe responsabilité », et qui contient un chapitre tout à fait significatif à cet égard, qui s'appelle « L'heuristique de la peur ». L'heuristique de la peur, l'idée... Eurisko, je découvre en grec, l'idée c'est que la peur va nous faire découvrir les menaces qui pèsent sur le monde et que du coup, la peur n'est plus, comme dans mon enfance, une passion honteuse et infantile, une passion à dépasser, mais la peur est au contraire le premier pas de la sagesse, puisque c'est la peur qui nous fait prendre conscience des menaces qui pèsent sur le monde, comme dans les films éco-catastrophiques de Nicolas Hulot, de Al Gore, de Yann Arthus Bertrand. Toujours, on roule sur la peur pour essayer de faire prendre conscience. Et donc, la peur n'est plus, encore une fois, une passion honteuse et infantile dans cette tradition de l'écologie politique, mais c'est au contraire le premier pas de la sagesse, entendu évidemment en un sens bien particulier, le principe de précaution, que la droite, je le rappelle, a inscrit dans la Constitution en 2005, avec une formulation que j'ai toujours trouvée particulièrement absurde, puisque l'idée qui anime la formulation du principe de précaution dans la Constitution, c'est l'idée que, écoutez bien, l'ignorance des risques ne doit pas servir de prétexte à ne pas interdire. Et la première application, puisque c'était déjà dans la loi Barnier de 1995, la première application d'ailleurs du principe de précaution, c'est l'interdiction d'un décret du ministère de l'Agriculture qui mettait sur le marché des OGM. Et puis après, il y aura eu beaucoup d'autres applications, notamment sur la grippe aviaire. Enfin, il y a un certain nombre d'occurrences d'application de ce principe de précaution, donc qui est déjà formulé en 1995, mais qui ne sera inscrit dans la Constitution qu'en 2005. Voilà. Je ne vais pas faire de politique, mais j'ai quand même envie de dire que quand la droite fait des bêtises de cette envergure, difficile de demander à la gauche d'être plus intelligente. Première remarque, donc sur la peur. Deuxième remarque, je vous disais que je voudrais situer la question de la peur de la science dans la problématique plus large, aussi bien sur le plan économique, de la peur de l'innovation en général. C'est la question du progrès dans les deux cas. On a des statistiques sur l'espérance de vie des Français depuis les années 1750 et depuis le milieu du XVIIIe siècle, on sait que l'espérance de vie de nos concitoyens a été multipliée par 3, ce qui est quand même formidable et ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité.
Nous avons multiplié notre espérance de vie par 3, évidemment pour l'essentiel grâce à des innovations scientifiques, médicales, techniques, mais aussi d'ailleurs politiques et sociales. Pour ça que je voudrais associer les différents domaines. Et donc on a formidablement progressé. Je regardais ça simplement depuis mon enfance, depuis 1951. L'espérance de vie des Français était d'environ 63-64 ans. Elle est aujourd'hui de 83 ans. Nous ne vieillissons que de 9 mois par an depuis les années 1950. Tout ça grâce à vous, les scientifiques. Et donc, pour l'essentiel, mais aussi, encore une fois, à des progrès économiques et sociaux, bien sûr. Depuis les années 1750, le niveau de vie des Français, le niveau réel, le vrai pouvoir d'achat a été multiplié par 20. Et simplement, depuis 1950, le niveau de vie des Français, j'emprunte d'ailleurs ce dernier chiffre à quelqu'un qui est peu suspect de faire l'apologie du capitalisme, à savoir mon camarade Daniel Cohen, donc un des conseillers notamment sur le plan économique de Martine Aubry. Eh bien, Daniel, dans un très beau livre d'ailleurs qui s'appelle La prospérité du vice, excellente histoire de l'économie, montre arguments et faits, enquêtes à l'appui que depuis simplement les années 1950, notre niveau de vie à nous, Français, a été multiplié par 3. Ce qui est considérable. D'ailleurs, je vois quelques cheveux blancs dans la salle. Ceux qui ont mon âge, qui se souviennent de l'après-guerre, savent bien à quel point la France était dans une situation quand même extrêmement difficile et misérable pour beaucoup d'entre nous dans l'après-guerre. Donc l'innovation a été... les innovations scientifiques, techniques ont apporté des progrès, des bienfaits à l'humanité. On dit toujours c'était mieux avant, laudator temporis acti, comme disait mon vieil ami Gerfagnon, éloge des temps révolus. Mais si vous avez envie de voir à quel point le monde était plus difficile au XIXe siècle qu'il ne l'est aujourd'hui, dans la vieille Europe, lisez Dickens et Hugo. Ça suffit pour se faire une idée d'à quel point on a fait des progrès considérables. Je rappelle d'ailleurs au passage que l'espérance de vie du temps de Hugo, quand il publie Les Misérables, je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est en 1863, l'espérance de vie est de 37 ans. Vous voyez à quel point, là aussi, on a formidablement progressé. Et donc, l'innovation a bouleversé nos vies en bien, et pourtant, elle suscite des réticences, et la science, comme l'innovation, c'est un des aspects de l'innovation, c'est un des aspects du processus d'innovation. Elle suscite donc des réticences qui sont très considérables et qui sont 1000 fois plus profondes qu'on ne l'imagine habituellement, et notamment dans les milieux de l'entreprise où on pense en gros que ce qui freine l'innovation, c'est les charges de l'État et puis les boulets syndicaux. En gros, c'est les charges sociales d'un côté, la CGT de l'autre. Non, remarquez que c'est pas faux, mais c'est beaucoup plus profond, les ramifications sont beaucoup plus profondes. Et je voudrais essayer de vous montrer pourquoi, mais avant encore une dernière remarque préalable. La droite et la gauche ont été, je dirais, à égalité dans la bêtise sur la question de la limitation du progrès scientifique. Je disais tout à l'heure, j'ai rappelé que c'est la droite qui a inscrit le principe de précaution dans la Constitution. Je rappellerai aussi que c'est la droite qui a donné des consignes de très grande bienveillance, pour ne pas dire plus, à ses différents ministres de la Justice pour ne pas poursuivre les faucheurs d'OGM, parce qu'il ne fallait pas casser le Grenelle de l'environnement. J'y étais, je peux vous le dire. Et puis, du côté de la gauche, il s'est passé quelque chose qui n'a pas été suffisamment relevé et qui est un événement majeur et à mes yeux très triste dans l'histoire de la gauche. Mon ami Claude Allègre le sait largement aussi bien que moi. C'est l'affaire des gaz de schiste. On pouvait très bien, et ça je le comprends parfaitement, dire, voilà, dans l'état actuel des choses, nous n'allons pas aller vers l'exploitation des gaz de schiste parce que les techniques de fracturation ne sont pas encore au point. Il y a aussi des problèmes juridiques à qui appartient le sol. Bon. Et donc, dans l'état actuel de choses, il ne faut pas y aller. Mais ce qu'a fait la gauche, qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la gauche, c'est d'interdire la recherche. C'est ça qui ne va pas. On peut dire, non, dans l'état actuel des choses, on n'y va pas. Mais interdire la recherche, ça n'était jamais arrivé. Et je voudrais souligner que dans l'histoire de la gauche, c'est notamment du socialisme démocratique, et encore une fois, Claude le sait mieux que n'importe qui, il y a toujours eu un lien philosophique, et je dirais presque métaphysique essentiel, entre le socialisme démocratique et la science. Pourquoi ? Parce que la science, au moment de la révolution des Lumières, au moment où la véritable science moderne se met en place, le premier grand scientifique, alors on peut dire c'est Galilée, moi je dirais que c'est plutôt Newton, mais enfin c'est les deux. Eh bien au moment où cette révolution scientifique se met en marche, avec notamment Newton qui est quand même vraiment le fondateur de la physique moderne, et puis peut-être avec Lavoisier pour la chimie, au moment où cette révolution scientifique se met en marche, donc au XVIIe, XVIIIe siècle,
la science, elle apparaît comme le premier discours dans l'histoire de l'humanité, il n'y en a pas d'autre avant, qui est universel au sens où il traverse les classes sociales et les frontières. Le principe d'inertie de Descartes ou le principe de la gravitation de Newton, ça traverse les classes sociales et les frontières parce que ça vaut pour les riches comme pour les pauvres, pour les puissants comme pour les faibles, pour les aristocrates comme pour les roturiers, mais aussi bien pour les Anglais, les Allemands, les Chinois ou les Italiens. Et donc, traversant les classes sociales, traversant les frontières, ce discours de la science, il est le premier discours universaliste, et donc, du coup, il est démocratique, si je puis dire. Ça vaut pour le peuple comme pour l'aristocratie, encore une fois. Et du coup, le socialisme démocratique et la science avaient toujours eu partie liée dans l'histoire de la République depuis la Révolution française. Et là, pour la première fois dans cette histoire, on a interdit à gauche la recherche. Et la droite a mis le principe de précaution, ce qui n'est pas mieux. Mais tout ça pour des raisons électoralistes assez débiles, il faut bien le dire, d'alliance avec les Verts qui, du reste, ont donné les résultats qu'on a vus, c'est-à-dire à peu près rien. Et donc, on a là quelque chose qui est quand même très fâcheux. C'est une espèce de résistance à droite et à gauche à l'innovation scientifique. Et donc, je me suis demandé pourquoi. Et là, j'en viens à l'essentiel. Pourquoi ? Parce que on a un renversement de situation. Vous citiez tout à l'heure mon ami Orsena. On était ensemble dans la même conférence et j'avais expliqué juste avant lui comment, en 1755, un événement majeur frappe toute l'Europe. C'est le tremblement de terre de Lisbonne. Et donc, il y a entre 50 000 et 100 000 morts. Voltaire dit 30 000 dans Candide, on sait aujourd'hui qu'il y en a eu plus que cela. Pratiquement tous les grands esprits de l'époque vont s'exprimer sur ce sujet, qui est la plus grande catastrophe connue dans l'histoire de l'Europe, et peut-être même de l'humanité. Et au fond, que vont dire les grands esprits ? Presque tous, pas Rousseau, parce que Rousseau est déjà un romantique, mais presque tous vont dire la science est notre ami, la nature c'est l'ennemi. La nature nous envoie des catastrophes, mais grâce au progrès des sciences et des techniques, eh bien, on pourra maîtriser cette nature, on pourra, comme disait déjà Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature, et par conséquent, émanciper l'humanité et la rendre plus heureuse. Le bonheur, une idée neuve en Europe, dit Saint-Just, dans le même esprit. Et donc, on a aujourd'hui un renversement de perspective. À l'époque des Lumières, et juste que je me souviens, vous vous souvenez du quart d'heure de Louis le Prince Ringuet, si ça voyait quelque chose, on sacralisait la science et la nature, c'était encore, d'une certaine manière, l'ennemi. En tout cas, sous bien des aspects. Rien n'est plus inamical que le virus du sida ou de la grippe. Et donc, on avait quand même développé la médecine pour maîtriser la nature. Et aujourd'hui, évidemment, c'est la situation presque inverse. Sous l'effet de l'écologie politique, on sacralise la nature et c'est la science qui fait peur. Je me remets maintenant dans la problématique générale de l'innovation. Pourquoi cette résistance à l'innovation ? Vous avez un débat qui est d'ailleurs assez passionnant, un débat... Je ne vais surtout pas faire de politique politicienne, d'ailleurs vous voyez que je fais exprès d'équilibrer les choses entre droite et gauche, mais je ne voudrais pas faire de politique politicienne, mais il y a un débat politique en matière d'économie qui est malgré tout si profond qu'il en devient intéressant. Il traverse toute l'Europe, c'est pas simplement entre Valls et les frondeurs, c'est le débat qui oppose dans toute l'Europe les partisans d'une politique keynésienne à ceux d'une politique de l'offre, disons schumpeterienne, une politique de l'innovation. C'est Tsipras contre Antonis Samaras, le précédent Premier ministre grec, c'est Podemos en Espagne, c'est les frondeurs en France, contre Manuel Valls et Macron, mais les frondeurs, c'est pas simplement les frondeurs du Parti socialiste, il y a aussi les Verts, il y a aussi Mélenchon, et donc il y a aussi Henri Guénaud à droite, si on veut. Donc on a là les tenants d'une politique keynésienne. Que disent-ils ? Et quelle est la fracture aujourd'hui en termes de philosophie de l'économie ? Et ça touche, vous allez voir pourquoi, la question directement de l'innovation. Et la science est prise dedans. Et donc je réfléchis, vous voyez bien le fil conducteur de l'exposé, sur les freins à l'innovation qui alimentent aussi la peur de la science. Que disent en gros les frondeurs ? J'ai eu ce débat avec Mélenchon à plusieurs reprises, par exemple. Que disent-ils ? Le raisonnement paraît rationnel à première vue. En tout cas, ils disent en gros ceci: l'urgence, c'est d'augmenter les bas salaires, les minima sociaux et le SMIC, parce que si on augmente les bas salaires, l'argent qu'on injecte, si je puis dire, chez les petits ménages, il sera dépensé aussitôt.
Donc il ira dans l'économie, donc les carnets de commandes des entreprises se rempliront. Par conséquent, pour répondre à la demande, c'est la fameuse politique de la demande, de la relance par la consommation. Donc pour répondre à la demande, les chefs d'entreprise créeront des emplois, ça diminuera le chômage. Par conséquent, l'État lui-même aura moins d'indemnités de chômage à dépenser et plus de taxes qui rentreront dans les caisses pour réduire les déficits publics. Autrement dit, on est dans une optique gagnant-gagnant, si je puis dire. Je parle comme Ségolène Royal, mais on est dans une optique gagnant-gagnant puisque les ouvriers sont contents, les salariés sont contents, le pouvoir d'achat augmente, les chefs d'entreprise sont contents, les carnets de commandes se remplissent et l'État est content, il y a moins de chômeurs et plus d'argent dans les caisses pour réduire les déficits. Tout le monde est content. Il faut vraiment avoir mauvais fond pour ne pas aller immédiatement dans cette direction. Que répondent les tenants d'une politique schumpeterienne, de l'innovation ou de l'offre? Et vous allez voir pourquoi c'est la même chose, l'offre ou l'innovation. Eh bien, elles disent en gros ceci, malgré l'apparence de rationalité, le raisonnement keynésien est absurde, sauf dans des cas très particuliers comme la crise de 29. Dans des moments de crise très particuliers et provisoirement, oui, l'État doit soutenir la consommation, bien sûr, c'est vrai, mais pas éternellement. Et ce n'est pas la logique de fond de l'économie. La logique de fond de l'économie, donc la politique keynésienne à long terme devient absurde. Pourquoi ? Disons pour deux raisons. D'abord parce que dans le contexte de la mondialisation, les coûts de production des entreprises chinoises étant en gros 30 fois inférieurs aux nôtres, les entreprises chinoises, zéro charge sociale, pas de syndicat. Quand il y a une manifestation d'ouvriers, on la traite avec la mitrailleuse lourde. C'est le Far West pour les chefs d'entreprise, c'est l'idéal absolu. Bon. Et donc, les coûts de production des entreprises chinoises étant à peu près 30 fois inférieurs aux nôtres, en moyenne 25 à 30 fois, eh bien, dans ce contexte de compétition aujourd'hui mondialisée, évidemment, le coût du travail joue. Je vous rappelle qu'il y a 3 millions d'entreprises en France, 2 700 000 TPE, moins de 10 employés, et que le salaire moyen de ces chefs d'entreprise est de moins de 2 500 € par mois. Ce n'est pas des nababs. Bon, ils ne peuvent pas augmenter massivement les salaires. Et puis la deuxième raison, c'est ce que Helmut Schmidt m'avait dit en 84 quand je l'avais rencontré au Bundeshaus à Bonn. Il m'avait dit, je choquais personne, mais enfin c'est ce qu'il m'avait dit, on sortait de 2 ou 3 années de relance par la consommation keynésienne après l'élection de Mitterrand en 80. Il m'avait dit, votre président est un parfait crétin parce que l'argent qu'il injecte dans la consommation, dans les ménages, tout vient chez nous. Les Français achètent Grundig, Schaub Lorenz, Volkswagen, etc. L'argent dans le monde ouvert n'est pas fléché. Et croire qu'en injectant de l'argent dans l'économie, on va remettre en état un appareil ou rendre productif, plus compétitif, un appareil de production qui ne l'est plus, est une idée stupide. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui prend le relais? C'est Schumpeter, plus grand philosophe de l'économie. C'est un type absolument génial, un personnage à part, un peu fantasque, mais vraiment génial. Et que dit-il? Il dit très simplement, c'est l'innovation qui tire la croissance. C'est l'innovation qui tire la croissance. Pourquoi ? Le raisonnement est très simple, même s'il a des ramifications sans fin. L'innovation tire la croissance parce que l'innovation rend obsolète mécaniquement tout ce qui est ancien. Et par conséquent, ça c'est l'objet qui est le plus schumpeterien au monde. Ce petit objet-là, il change tous les 3 mois, tous les 6 mois, et il n'a qu'une seule finalité, c'est de rendre obsolète le modèle précédent. Alors Schumpeter parlait de destruction créatrice, moi je parle plutôt d'innovation destructrice, parce que ce n'est pas la destruction qui en tant que telle crée, mais c'est l'innovation qui détruit. C'est la logique, encore une fois, du capitalisme moderne. J'ai fait tomber l'autre jour mon iPhone 4 dans l'évier, ça n'a pas créé le 6. Je le regrette, mais j'étais obligé de l'acheter. Bon. Et donc on voit bien que c'est l'innovation qui détruit. Alors pourquoi ça résiste ? Puisque c'est évident que c'est l'innovation qui tire la croissance, qui crée des emplois. Et que pour que l'innovation tire la croissance et crée des emplois, on a besoin d'investir massivement, comme l'ont fait les États-Unis et le Japon, dans la recherche et le développement. C'est la priorité des priorités. Même si on n'avait pas une passion pour la science, même si on était des utilitaristes obtus, et on n'avait qu'un seul intérêt, le commerce et l'économie, au petit pied, eh bien, il faudrait quand même investir massivement dans la science. Alors pourquoi on ne le fait pas ? Et singulièrement en France. Et pourquoi on a peur de l'innovation ? Il y a des raisons de fond qui sont beaucoup plus profondes, je vous le disais tout à l'heure, que ce qu'on imagine généralement au MEDEF, où on pense que c'est encore une fois l'État qui bloque et puis la CGT qui bloque. En gros, c'est à peu près le discours. Je vous dis ça à la hache, mais enfin, c'est quand même ça.
Alors, qu'est-ce qui bloque vraiment? Eh bien, ce qui bloque vraiment, c'est que l'innovation, les grandes innovations technologiques multi-usages ou scientifiques multi-usages, celles qui vont toucher tous les secteurs de la vie humaine. Le modèle, c'est l'imprimerie de Gutenberg. Elles créent du chômage, de la décroissance et des inégalités. Et c'est ça le fond du problème. Donc, derrière la peur de la science, il y a aussi ça. Il n'y a pas simplement l'écologie. Il y a aussi ce que je vous dis là. Pourquoi ? On estime aujourd'hui que quand Gutenberg invente l'imprimerie, un ouvrier imprimeur avec la machine à imprimer, il met au chômage 200 copistes. Figurez-vous, ils le prennent mal. Vous avez étudié comme moi à l'école, au collège, à l'époque où il y avait encore des cours d'histoire, vous avez étudié la révolte des canuts, on vous en a parlé. Vous vous souvenez que c'est à ce moment-là qu'on invente le mot sabotage en français. Pourquoi ? Parce que au moment, donc les canuts sont des ouvriers tisserands, quand vous allez à Lyon, j'ai enseigné à Lyon, à l'université de Lyon 2 quand j'étais jeune, et dans tous les restaurants de Lyon, il y avait un plat célèbre qui s'appelait la cervelle de canut, tout simplement. Et donc quand on invente les machines à tisser, les ouvriers tisserands, les canuts, prennent ces machines, ils les détraquent en jetant les sabots dedans. Puis après, ils les jettent dans la Saône ou dans le Rhône. Et c'est réprimé avec une violence extrême. La cervelle coule par terre. Donc on a ce plat aujourd'hui de cervelas, de canuts dans tous les bouchons lyonnais. Mais évidemment, pourquoi ils se révoltent ? Eh bien parce que les machines à tisser détruisent les emplois. Ça en crée d'autres. Mais ce n'est pas les mêmes. Et ce n'est pas tout de suite. Comme dit Schumpeter, c'est rarement les fabricants d'ampoules de bougies qui deviennent des fabricants d'ampoules électriques. Je traduis dans les termes d'aujourd'hui. Il y a 3000 libraires en France, chers amis. Si j'étais libraire, je détesterais Amazon. Parce que le libraire va faire subir à Amazon ce que Internet a fait subir aux disquaires. Même chose si j'étais patron d'une agence de voyage. Qui d'entre nous va encore dans une agence de voyage pour prendre un billet Paris-Lyon ? Personne. Même ma grand-mère ne le ferait plus. Et donc, toute une série de métiers vont disparaître en raison même de cette logique de l'innovation destructrice. Et encore une fois, l'innovation crée probablement plus, pour l'instant en tout cas, plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Mais ce n'est pas les mêmes et ce n'est pas tout de suite. Et donc, on laisse les gens, évidemment, sur le carreau. Si vous ajoutez ceci, qui est très, très important, qui est l'essentiel, que cette logique de l'innovation, ça n'est pas simplement la logique de l'économie, mais c'est la logique de toute la société moderne. Autrement dit, l'innovation détruit tout le monde ancien, que ce soit sur le plan des mœurs, de la morale, que ce soit sur le plan scientifique, où une théorie chasse l'autre, en tout cas souvent, pas toujours, mais souvent, que ce soit sur le plan de l'information, où un clou chasse l'autre chaque matin. Regardez la logique de l'information, elle est fascinante. Chaque jour, le patron d'un journal ou d'une chaîne de télévision ou d'une radio, l'animateur est obligé d'inventer à tout prix quelque chose de nouveau. Comme disait Peggy, le journal de la veille est plus vieux que l'Odyssée d'Homère. Il est bien obligé, c'est la course au scoop, c'est ce qu'on appelle le scoopisme. Ce qui fait que dans la presse, vous le sentez bien, le nouveau est devenu plus important que l'important. C'est ça qu'on vit dans la presse. Et chaque fois, on court après une nouveauté parce qu'on est obligé d'attirer le chaland. Et donc, cette logique, c'est aussi bien la logique des mœurs, la logique de l'innovation destructrice, le mariage gay. Je suis tout à fait favorable au mariage gay. Je l'ai écrit X fois dans le Figaro, ce qui m'a valu des quantités de lettres d'injures. Je pense que les sociétés démocratiques sont des sociétés qui organisent la coexistence pacifique de modes de vie différents. Et par ailleurs, je pense que l'éducation et l'affiliation n'ont rien à voir. Mais bon, je comprends parfaitement que mes amis juifs ou catholiques considèrent que c'est une abomination, pour parler comme Madame Boutin, et que, en effet, ça détruit, ce mariage gay, une représentation ancienne de la famille, qui était liée à la filiation. Et je ne me moque pas d'eux, je comprends leur émotion face à cette innovation destructrice d'un mode ancien de rapport à la famille. Autrement dit, la logique du capitalisme moderne, chers amis, c'est la logique de la mode. Quelle est la finalité de la mode ? Et ce que je vous dis là, et je crois, pardonnez-moi, c'est pas à moi que j'envoie une fleur, mais c'est cette idée d'une immense profondeur. Vous allez voir pourquoi. La logique de la mode, elle n'a qu'une seule finalité, c'est de démoder. Quelle est la logique de la mode ? C'est de faire en sorte que les vêtements que vous avez dans votre armoire, même s'ils ne sont pas troués par les mythes et qui vous protègent du froid ou de la pluie, vous ne puissiez plus les mettre.
Si j'étais venu habillé comme dans les années 70 avec un pas de def, une chemise orange avec un col à manger, de la tarte, je serais parfaitement ridicule. J'ai encore ça quelque part, figurez-vous, mais je ne peux pas l'utiliser. Et donc la logique de la mode, c'est uniquement de démoder. C'est exactement la logique de l'art contemporain qui n'a pas d'autre finalité que de renvoyer aux oubliettes le truc d'avant. Si vous avez la FIAC, zéro beauté à la FIAC, énormément d'innovation. Et donc cette logique de la mode, elle a une particularité sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Puis je conclurai. Elle n'existe pas dans les sociétés traditionnelles. La mode, c'est une invention des sociétés indissolublement capitalistes, scientifiques et modernes, occidentales. Dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés anciennes, sociétés sauvages, sociétés primitives, on les appelait avant, sociétés traditionnelles, dit-on aujourd'hui, à juste titre, il n'y a pas de mode. Le sari indien, ça ne bouge pas pendant des millénaires. Même couleur, même tissu, même forme. La toge romaine non plus, le kimono japonais non plus. La calligraphie chinoise, c'est la même chose dans les arts. La calligraphie chinoise, j'ai une amie, Li Chevalier, grande artiste chinoise, spécialiste de calligraphie, qui me dit à 2000 ans d'intervalle, impossible de voir la différence. Je vais vous dire les choses très simplement. Dans les sociétés traditionnelles, non seulement l'innovation est interdite, mais le plagiat est la règle. Dans les sociétés modernes, c'est l'inverse. Le plagiat, tout tombe sous le coup de la loi et l'innovation est obligatoire dans tous les domaines, y compris évidemment le domaine artistique, le domaine scientifique, le domaine de l'information. 3 conclusions, parce que je pourrais développer ça très longtemps. Vous comprenez bien que si je vous raconte ça, c'est pas pour faire le combat contre l'innovation. Je suis un passionné d'innovation. C'est pour qu'on comprenne que si on veut lever les freins à l'innovation, il faut comprendre cette logique, il faut comprendre les objections qu'elle suscite. Celle des canuts, par exemple. Eh bien, je dirais 3 conclusions, puis je m'arrêterai là très simplement. Si j'étais en politique, la première question, en tout cas la première, pas la seule, mais la première et la plus importante question que je me poserais, c'est la question du rôle de l'État face à ce processus d'innovation destructrice permanente. Création d'emplois, suppression d'emplois. Création de nouveaux mondes, suppression de mondes anciens. Si peu que ce soit que vous soyez attaché à quelque coin que ce soit du monde ancien, vous ne pouvez pas aimer toujours ce monde. Que vous soyez attaché à un coin de religion, un coin de morale, un coin d'esthétique, ou simplement un souvenir d'enfance d'un endroit de Bretagne ou du Var où vous passiez vos vacances et qui est dévasté par des maisons Bouygues, vous ne pouvez pas aimer entièrement et tout le temps et partout ce monde-là. Et donc, première question, question du rôle de l'État. Que doit faire l'État face à la logique de l'innovation destructrice ? Est-ce qu'il doit rester les bras croisés, regarder, je ne sais pas, moi, les librairies s'écrouler, ou au contraire aider, mais si oui, comment ? Scandale absolu, je vous donne juste un exemple auquel je réfléchirais si j'étais en politique. Le scandale absolu en France, c'est la formation permanente. 32 milliards, sur les 32 milliards, 3 milliards vont aux chômeurs. Ça devrait être exactement l'inverse. Il devrait y avoir 29 milliards pour les chômeurs et 3 pour ceux qui ont déjà un emploi. Et donc là, on a vraiment un exemple, mais archétypique, du fait que la France a fait le choix du chômage. Deuxième exemple, deuxième conclusion, investir massivement dans la recherche et le développement, comme l'ont fait le Japon et les États-Unis. Nous innovons parfois en France, en Europe, mais pas dans les secteurs innovants. Magnifique exposé tout à l'heure de Madame Le Douarin, passionnant. J'y reviendrai dans un instant, ce sera ma 3e conclusion. Mais on voit bien que les recherches aujourd'hui sur les cellules souches, mais dans tout le domaine des NBIC, nanotechnologie, informatique, biotechnologie, donc sur big data, mais aussi évidemment cognitivisme et intelligence artificielle, mais aussi imprimante 3D et robotique. Ce sont les 6 secteurs les plus innovants dans le monde aujourd'hui. NBIC plus 3D plus robotique. Formidable espérance de croissance dans les années qui viennent. Eh bien, tout est américain. Les GAFA sont entièrement américains. Google, Apple, Amazon, Facebook, tout est américain. Rien n'est européen. Parce que nous sommes tétanisés d'angoisse face à l'innovation. Je discutais l'autre jour avec le patron de Google, on faisait une conférence tous les deux ensemble, un homme charmant et intelligent du reste. Il m'a dit une phrase qui était formidable. Ça touche exactement le sujet. Il m'a dit, chez nous, aux États-Unis, notre premier souci,
c'est le service rendu au consommateur. Chez vous, en France, votre premier souci, c'est la protection du citoyen. C'est génial comme idée. C'est exactement ça. Les deux sont légitimes, je ne dis pas, mais simplement, le souci du consommateur, ça conduit à innover en permanence. On va lui rendre service. La protection du concitoyen, ça conduit à la CNIL. C'est-à-dire que la CNIL produit des textes tout à fait épatants sur la protection de la vie privée, face au big data notamment, puisque la vie privée n'existe plus. Vous savez que tous vos SMS, vos mails, tout ça est écouté. Donc rien n'est privé aujourd'hui. Donc la CNIL, à juste titre, produit ça. Mais nous sommes passionnés par la protection du citoyen, eux par le service aux consommateurs. Innovation d'un côté, protection de l'autre. Innovation d'un côté, précaution de l'autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas protéger. Je dis simplement que nous sommes du côté, de la protection et on va finir par en mourir enfermé dans d'un gigantesque tonneau couvert d'un préservatif et rempli de coton. C'est ça qui va nous arriver dans les années qui viennent. Et dernière conclusion, en écoutant tout à l'heure Nicole Le Douarin, que j'ai lu, qui m'enchante à chaque fois que je l'entends ou que je la lis, qui me passionne, eh bien, je me dis la chose suivante. Et j'en avais parlé aussi avec Marion Guillou, que vous connaissez, l'ancienne patronne de l'INRA. Je trouve absolument misérable et scandaleux que nos ministres de la Culture ne s'intéressent qu'aux starlettes débiles et aux chansonnettes idiotes. Voilà. Je trouve que c'est inimaginable qu'il n'y en ait pas encore un seul qui ait eu l'idée, et Dieu sait que je suis allé voir plusieurs pour leur dire, de considérer que la culture scientifique faisait aussi partie de la culture. Et pas simplement les andouilles qui vont chez Drucker, pour dire les choses franchement. Ça me sidère et ça me blesse. La culture scientifique fait partie de la culture. Elle fait partie de la culture générale. On a des professeurs, des scientifiques extraordinaires en France. Quand j'étais gamin, j'écoutais Hubert Reeves, on aurait voulu l'avoir en location à la maison pour l'écouter le soir, et raconter les histoires d'étoiles aux enfants. Et donc on a des scientifiques formidables, on a des vulgarisateurs au meilleur sens du terme formidables. Moi j'ai suivi pendant les 3 ans les cours d'André Hadout, qui était un merveilleux professeur, qui était en plus un type adorable, mais qui m'a appris tout ce que je sais en biologie, quand je découvrais la transcriptase inverse, les rétrovirus, les transports, tout ça me passionnait, je trouvais ça absolument génial. Et je pense qu'on ne peut absolument pas philosopher sans avoir un minimum de connaissances scientifiques, ça n'a même pas de sens. Et donc je pense qu'il serait quand même urgent, puisque le ministre de la Culture est aussi le ministre de la télévision de service public, et puisqu'on a une télévision de service public, mais enfin, mon Dieu, pourquoi pas une très grande émission, peut-être pas en prime time, parce qu'on est en concurrence avec le film américain du soir, ou le feuilleton, les experts, mais à 22h30, de 22h30 à disons 23h30 ou minuit, avoir des grandes émissions de science. Quand vous regardez d'ailleurs comment se vendent les livres de vulgarisation scientifique, c'est très très bien. On aurait évidemment un succès très grand, ce serait passionnant. Et ce serait le meilleur moyen de revaloriser la science au lieu de la présenter exclusivement sous les espèces du risque majeur et du principe de précaution. Et donc on a là quand même un boulevard devant nous et pour remettre en place le goût de la connaissance, désintéressé même de la connaissance fondamentale. Donc je crois qu'on a là vraiment une situation qui est un peu absurde et par rapport à laquelle on pourrait véritablement progresser. Ce que je voulais que vous compreniez et faire passer comme message, c'est que les résistances à l'innovation sont beaucoup, beaucoup plus profondes qu'on ne l'imagine d'ordinaire. Et donc si on veut s'y attaquer, il faut réfléchir beaucoup plus qu'on ne le pense. Et puis d'autre part, que les solutions sont, alors paradoxalement, plus faciles qu'on ne le croit. Et que l'investissement dans la recherche et le développement joint à une vraie politique de revalorisation de la science dans la cité, ça pourrait quand même donner des résultats formidables. Merci de votre attention.